toute franchise, c'est l'invité politique de Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Léa. Et ce matin, vous recevez Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, bonjour. Bonjour. Chargée de la citoyenneté au gouvernement, aux côtés du ministre de l'Intérieur. 3 ans de prison, dont une année ferme à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Je ne vais pas vous demander de commenter une décision de justice, vous ne le ferez pas, mais un ancien président de la République française condamné, est-ce que ça pose un problème d'image pour la France ? Alors d'abord bonjour, et comme vous l'avez très bien dit, vous savez qu'il y a une séparation des pouvoirs, j'appartiens au pouvoir exécutif et donc je n'ai pas la possibilité de commenter de quelque manière que ce soit les décisions judiciaires. D'ailleurs, j'observe qu'il y a un appel qui a été fait par les avocats du président Sarkozy, l'appel est suspensif et donc la décision définitive, elle devra être rendue par la justice dans les mois qui viennent. Et à partir de maintenant, il ne faut pas commencer à expliquer au monde entier que la France n'est pas seulement le pays des présidents condamnés, Chirac, Sarkozy ? Moi, je ne vois pas les choses de cette manière-là. Je crois que les présidents de la République successifs ont, toute tendance politique confondue, très bien représenté la France à l'étranger. Je vois que depuis 2017, d'ailleurs, avec le président Emmanuel Macron, il y a une nouvelle impulsion qui est donnée. D'ailleurs, le président Emmanuel Macron a proposé à plusieurs reprises au président Sarkozy de représenter la France à l'étranger, ce qu'il a fait fort bien, me semble-t-il. Mais je ne suis pas ancien président de la République pour en juger, jamais. Donc, je ne crois pas, non. Alors, le parquet national financier est critiqué pour ses méthodes par les avocats. Les avocats disent, mais les magistrats n'ont pas le droit d'écouter un avocat qui discute avec son client. Est-ce qu'il faut réformer cet aspect de la justice ? Il y a une question, effectivement, une question qui dépasse la question de ce jugement, qui vise à encadrer le rôle d'une justice indépendante pour garantir son indépendance. Le président de la République est garant de l'indépendance de la justice, mais pour aussi faire en sorte qu'il y ait effectivement une méthode qui soit partagée. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, s'est exprimé sur ce sujet à plusieurs reprises, notamment sur la manière dont le parquet financier peut agir, sur les méthodes qui doivent être ou ne doivent pas être employées dans le cadre de ces investigations. Et ça appartient au garde des Sceaux, et je sais qu'il y a un travail minutieux qui est mené là-dessus. Éric Dupond-Moretti, d'ailleurs, avant d'être garde des Sceaux, s'est exprimé à plusieurs reprises sur ces questions, et je crois que ce travail, il est fondamental. Le Premier ministre est lui-même destinataire d'une enquête administrative à cet égard, donc ce travail doit être mené, oui. Alors, le gouvernement se mobilise contre ce qu'on appelle le phénomène des bandes. Il veut notamment que l'information entre les acteurs de terrain circule plus vite, aussi vite que les informations entre les bandes sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est à la hauteur du problème ? Oui, je crois que sur la lutte contre les bandes, il y a un plan bande qui a été lancé par le gouvernement. Hier, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, encore lui, et Jean-Michel Blanquer ont réuni l'ensemble des procureurs, des recteurs, des préfets pour justement travailler avec de meilleures synergies entre les services de l'État et faire en sorte d'agir à la fois sur la prévention et la répression. Moi, vous savez, il y a quelques semaines, j'ai présenté la stratégie nationale de lutte de prévention de la délinquance. Nous avons mis des moyens, près de 70 millions d'euros. C'est historique, on n'a jamais mis autant de moyens, et l'idée pour nous, c'est aussi de proposer des alternatives aux jeunes. Quand vous avez un jeune de 13 ou 14 ans qui est dans une bande et qui fait des choses d'une telle violence, avec des barres de fer, avec des bagarres généralisées, des couteaux, etc., il y a un problème d'éducation, il y a un problème aussi de modèle. Et quelle alternative on propose à ces jeunes ? Comment on leur dit, voilà, comment ne pas basculer dans la délinquance, ne pas faire le chouf, ne pas devenir dealer, ne pas rentrer dans une bande, et comment on vous propose d'autres modèles. Une partie de la droite veut aller plus loin et dit qu'il suffirait d'abaisser la majorité pénale pour que la répression soit plus efficace. Moi, je crois pas. Je crois qu'honnêtement, sur la question des bandes, il y a des gens qui se jettent des anathèmes à la figure. C'est le cas des Républicains, du Parti des Républicains, c'est le cas du Rassemblement National. On est vraiment dans des yaka, faucon, les méthodes miracles, là-bas on n'a qu'à faire telle ou telle mesure. Enfin, sincèrement, c'est pas parce qu'on baisse la majorité pénale que ça va apporter une réponse. D'ailleurs, de surcroît, quand on regarde avec les acteurs de terrain, ce que j'ai fait avec la direction de la police et de la gendarmerie nationale, en fait, l'âge de basculement dans la délinquance, il est de plus en plus bas. On a aujourd'hui des jeunes qui appartiennent à ces bandes qui ont 11 ans, qui ont 12 ans. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va passer de 18 à 16, de 16 à 15, de 15 à 10. C'est une escalade sans fin. Moi, je crois qu'encore une fois, la prévention, elle est fondamentale. Et effectivement, il faut qu'il y ait des sanctions derrière. Et ça, c'est le travail des enquêtes de police et de la justice. Et c'est le travail qui est mené. La loi sur le séparatisme va passer au Sénat dans quelques semaines. Si la droite inscrit clairement l'islamisme radical dans les objectifs du texte, est-ce que vous le validerez en deuxième lecture ? Alors là, encore une fois, vous savez qu'il y aura une CMP, une commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Le mot de la fin, il revient toujours aux parlementaires. Je le dis parce que parfois, on nous dit les parlementaires ne servent à rien, etc. En fait, le Parlement, c'est un endroit de débat, mais c'est un endroit aussi de décision. Donc ça reviendra aux parlementaires. Nous, ce que nous disons dans ce texte, c'est que nous voulons qu'il soit efficace.
efficace. Nous ne voulons pas un texte incantatoire. Et pour être efficace, il faut des mesures très concrètes. C'est ce que nous avons mis avec la question de la neutralité dans les délégations de services publics. Vous savez, ce sont ces transports en commun dans lesquels vous aviez parfois des gens qui exigent de s'arrêter à de nombreuses reprises pour faire des prières ou qui exigent de ne pas conduire derrière une femme parce qu'ils disent que c'est contraire à leur religion. Des choses de cet ordre-là, ça ne sera plus possible avec cette loi. Et puis on crée un contrat d'engagement républicain avec les associations. Là aussi, ce sont les élus locaux qui nous ont alertés. Vous savez, ce sont les associations qui vous demandent par exemple de louer une salle ou une subvention sous couvert d'activités de loisirs, d'activités feel-good, etc. Et en fait, vous avez de l'endoctrinement, de la radicalisation et de l'islamisme radical, voire des pratiques encore plus graves. On a des élus locaux qui nous ont parlé de faits d'exorcisme ou de thérapie de conversion pratiquées dans des salles municipales. Grâce à ce contrat d'engagement, ils pourront reprendre les subventions et se faire rembourser. La droite sénatoriale réécrit aussi en ce moment la loi sécurité globale. Oui. Si elle sort l'article 24 de la référence à la loi de 1880 sur la presse, est-ce que vous l'accepterez? Est-ce que ce n'est pas une bonne manière de sortir par le haut de ce débat? Moi, je crois que là encore, il faut laisser le débat parlementaire se faire. Mais sur cette question de la loi sécurité globale, quel était l'objectif de cet article 24? L'objectif, c'était de faire en sorte de mieux protéger les policiers, les gendarmes, les forces de l'ordre. On peut y arriver par d'autres moyens. On peut y arriver par d'autres moyens. D'ailleurs, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur l'ont dit à de nombreuses reprises. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le cadre du Beauvau de la sécurité, nous menons avec Gérald Darmanin un travail. Moi, j'ai organisé une table ronde au Mans avec des familles de policiers. Honnêtement, c'était très émouvant d'avoir une grande table avec une quinzaine d'enfants, de femmes, de maris. Il y avait des jeunes filles, notamment des adolescentes, dont les parents étaient policiers, qui m'ont expliqué que l'une a été tabassée à l'école quand on a su que son papa était policier. L'autre, quand elle va en ville et qu'elle croise sa mère en uniforme, sa mère lui dit « Sous aucun prétexte, tu ne viens me dire bonjour. Je veux pas que les gens te reconnaissent et ensuite te menacent. » Ce sont des témoignages qui sont poignants. Je pense aussi à une jeune fille qui nous disait que quand son père part au travail, elle attend toujours le moment où il y aura le mauvais coup de fil. C'est son expression. Et je trouve que ça, c'est glaçant comme témoignage de voir à quel point les conditions de travail des policiers, des gendarmes, des pompiers, de l'ensemble des forces de l'ordre sont difficiles. Ce sont eux qui nous protègent. C'est la République qui protège. Elle s'incarne dans les forces de l'ordre. Je crois que ce respect et cette protection, ils sont absolument nécessaires. Et oui, ils doivent passer par la loi. Vous relancez la lutte contre les sectes, un danger accru par la pandémie. Irez-vous jusqu'à inclure dans les sectes un réseau comme QAnon, le réseau complotiste trumpiste? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la notion de secte, elle n'est pas définie dans la loi. Il n'y a pas de définition de la secte. Et c'est pourquoi c'est difficile. Donc j'ai confié un rapport à la Miviludes, qui est la mission de l'État qui gère la question de la lutte contre les dérives sectaires, la police et la gendarmerie, qui, oui, inscrit clairement le groupe QAnon comme une dérive sectaire et comme un phénomène à surveiller et à combattre. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui organisent une action potentiellement violente contre les institutions. On n'est pas là dans le débat et dans le « je n'aime pas le gouvernement, je vais tout faire pour que le gouvernement tombe » ou « je vais tout faire pour que tel député ou tel élu ne soit jamais réélu », etc. Ça, c'est légitime, c'est le débat démocratique. On n'est pas là-dedans. On est vraiment dans de l'action violente. D'ailleurs, ce sont des groupes qui ont participé à l'invasion du Capitole aux États-Unis. Et en France, il est important de les empêcher de nuire. On a des milliers, des dizaines de milliers même de personnes adhérant à la mouvance QAnon qui sont repérées sur les réseaux sociaux et sur des messageries cryptées. Mais la France, chaque fois qu'elle combat les sectes avec un peu plus de virulence, est attaquée pour non-respect de la liberté de croyance, notamment depuis les États-Unis. Comment y échapper cette fois-ci? Oui, c'est vrai, c'est pour ça que c'est assez subtil et assez difficile. Nous ne voulons pas empêcher qui que ce soit de croire en quoi que ce soit. Ce que nous combattons dans le cadre des dérives sectaires, c'est vraiment l'abus de faiblesse, l'emprise. Moi, je crois je respecte profondément toute croyance et toute religion, et je pense qu'il y a une vraie différence entre quelqu'un qui a une religion et qui pratique librement cette religion, y compris en suivant les indications de cette pratique religieuse, d'une part, et d'autre part, une personne dont on abuserait de la faiblesse. La dérive sectaire, derrière, il y a quoi? Il y a des abus de faiblesse, il y a des détournements d'argent, il y a de la prédation sexuelle, il y a des véritables actes délictuels ou criminels. Parfois, ça mène à des morts. Il y a des gens qui ont adhéré à des dérives sectaires récentes qui grandissent eu égard à la pandémie qui existe. Et bien, il y a des gens qui en sont décédés parce qu'ils ont suivi tel ou tel gourou et telle ou telle pratique néfaste pour eux et pour leur entourage. Il faut tenir encore 4 à 6 semaines, exhorte Emmanuel Macron face à l'épidémie, avec le printemps qui arrive quand même. 4 à 6 semaines, est-ce que ça ne va pas être insupportable pour les Français ?
Moi, c'est très long et c'est très difficile, je suis absolument d'accord. Ça fait maintenant 1 an que nous sommes face à cette pandémie, mais je crois que le président de la République a eu complètement raison d'avoir un discours de vérité et en disant, en donnant cette échéance de 4 à 6 semaines sur la question du couvre-feu, si j'ai bien entendu l'échange avec ce jeune en banlieue, à Stein, me semble-t-il. Je crois que le président de la République ouvre aussi une perspective et nous dit que le mois de mars est un mois difficile dans lequel il va falloir tenir les mesures. Je pense notamment au nord et je pense au sud de la France. Avec les confinements du week-end. Exactement, des mesures plus particulières, mais aussi aux métropoles, puisque des consultations avec les élus ont lieu. Et la vaccination progresse. Olivier Véran a encore annoncé hier qu'une nouvelle tranche d'âge, une nouvelle catégorie de la population pouvait bénéficier de la vaccination. C'est positif, le fait qu'on ait un vaccin. Et le vaccin, c'est vraiment notre porte de sortie. C'est ce qui nous permettra à tous et à toutes, je l'espère, de reprendre une vie normale au plus vite. Mais Anne Hidalgo, elle dit « Je ne veux pas d'un confinement le week-end, c'est inhumain ». Est-ce que vous l'entendez ? Alors moi, j'ai entendu Anne Hidalgo dire beaucoup de choses et son contraire. Et ce n'est pas lui faire offense, mais j'essaye de comprendre quelle est la position de la mairie de Paris. J'ai entendu qu'on demandait d'abord un confinement strict de 3 semaines, puis en fait qu'on disait qu'on n'a jamais demandé un confinement strict de 3 semaines. Ok, dont acte, peut-être que tout le monde a mal compris. Et puis que finalement, on demandait d'autres mesures. Moi, je pense que tout ça doit se faire vraiment dans le calme et dans le respect de la consultation qui est menée par le gouvernement. Parce que les décisions sont prises en concertation avec les élus. Je pense que c'est vraiment fondamental de ne pas embrouiller les Français. D'ailleurs, vous avez des gens, on a des gens qui nous écrivent au ministère de l'Intérieur pour nous dire est-ce qu'on peut avoir quelque part un récap des mesures qui existent parce qu'on entend diverses choses sur les plateaux de télévision. Que chacun ait un avis, c'est normal. Que la maire de la capitale ait un avis, une opinion, des recommandations, c'est tout à fait normal et sain. Il faut qu'elle le partage avec le gouvernement et qu'on puisse ensuite trouver des solutions communes qui recueillent l'assentiment de tous. On pourrait peut-être assouplir dans les départements où l'épidémie est moins grave, je pensais à l'ouest français. Alors moi, je ne vais pas faire là ce que je viens de dénoncer 2 minutes avant, c'est-à-dire... C'est une demande des élus là-bas aussi. Bien sûr, mais là aussi, je pense que la concertation, elle se fait. Il faut respecter le cadre de concertation. Je crois que si les 30 ou 40 membres du gouvernement commencent à chacun donner un avis personnel sur ce qui pourrait ou ne pourrait pas se passer sur les médias, c'est encore plus confusant pour les gens. Donc respectons les mesures qui existent. Portons le masque comme on le fait, mettons du gel hydroalcoolique, respectons les distances sanitaires, ne nous rassemblons pas, protégeons les personnes les plus âgées ou les plus fragiles et ce sera déjà un pas important. Vous êtes en charge de la citoyenneté, est-ce que cette épidémie ne va pas créer une immense abstention aux prochaines régionales ? C'est possible, c'est un risque et c'est pourquoi nous avons fait voter justement une loi pour donner les dates de ces élections régionales qui auront lieu donc le 13 et le 20 juin prochain. Je crois que l'abstention, elle existe aussi quand il y a un désintérêt et quand les candidats ne suscitent pas suffisamment d'enthousiasme et de motivation, de mobilisation. Il faut qu'ils puissent faire campagne. Il faut qu'ils puissent faire campagne. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de manières de faire campagne. On peut faire campagne aussi beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est ce qui s'est fait aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont tenu quand même une élection présidentielle en pleine période de pandémie. Donc on a modernisé partiellement la manière dont on peut voter aux élections régionales. Je pense à la question notamment de la double procuration, par exemple, qui a été votée et qui permet de faire en sorte qu'une même personne puisse avoir 2 procurations différentes et qui sont de nature justement à trouver des solutions pour permettre à chacun d'exprimer son vote démocratiquement. Dernière question, vous avez été attaqué par le Rassemblement national sur le thème de l'aide aux primo-entrants. Alors, est-ce que vous voulez favoriser les immigrés réguliers pour l'accès à l'emploi et au logement par rapport aux Français ? Alors d'abord, il y a un grand détournement de ce qui est dit. Ce que j'ai fait, c'est très simplement adresser une circulaire au préfet pour rappeler que dans le cadre du plan de relance, je suis en charge de l'intégration des étrangers, eh bien, il est sain de pouvoir faire des propositions d'emploi aux personnes qui sont dans un parcours d'intégration. J'étais hier à l'OFII, l'Office français de l'intégration. Je ne vois là rien de révoltant. Le Rassemblement national et l'extrême droite sont les premiers à dire qu'il ne faut pas que les étrangers vivent des aides sociales et qu'il faut qu'ils travaillent. Bon, bah là, on fait en sorte de permettre à chacun de travailler et de s'intégrer. D'ailleurs, il y a beaucoup de secteurs, parce que le Rassemblement national, sans méconnaître aussi le dossier de la question de l'emploi et du chômage, il y a beaucoup de secteurs en tension. En France, il y a beaucoup de secteurs qui recrutent et qui n'arrivent pas à recruter. Je le dis, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, l'a dit, un certain nombre de responsables politiques qui sont aux responsabilités le savent parfaitement et les chefs d'entreprise aussi. Donc je crois que c'est plutôt sain de permettre aux étrangers de travailler et de cette manière de s'intégrer. Marlène Schiappa, merci, bonne journée. Merci à vous.